personnes, plusieurs pros du business. Ils vont vous expliquer un petit peu quelles sont les tendances aujourd'hui, et on est forcé aujourd'hui d'avoir une stratégie vraiment Internet dans le cadre de sa communication. Et ce qui est intéressant, ce n'est plus réservé forcément aux multinationales, aux boîtes importantes, mais aussi aux PME qui aujourd'hui doivent prendre conscience que s'ils n'ont pas de veille informationnelle, ils risquent d'avoir des soucis. Alors, juste un petit mot de Nabil qui a préparé cette conférence avec toute la Fédé. Je vois que vous êtes présents, il y a beaucoup d'étudiants, donc ça c'est vraiment super. Il y a beaucoup aussi de professionnels qui sont présents là aujourd'hui. Donc le concept, c'est d'avoir une conférence de ce type de thématique quasiment tous les mois. Par ailleurs, on va faire intervenir entre aujourd'hui et le mois de mars-avril à peu près une trentaine de personnes dans une trentaine de conférences différentes. Là, l'idée, c'est les étudiants qui prennent leurs thématiques, et qui sont des thématiques un petit peu d'actualité, et qui les intéressent, pas forcément des conférences qui émanent juste de l'INSEC, mais des conférences qui émanent aussi des étudiants, puisque ce sont les futurs cadres de demain. Donc je vais laisser la parole à Nabil par rapport à tout ça, et pour vous présenter rapidement la thématique de la conférence. Donc tout d'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu aussi massivement à cet événement. Donc concrètement, moi, là où je voulais intervenir, c'est concernant donc, la création de cette idée de conférence débat. Donc elle est née en mars dernier sur la volonté de proposer aux étudiants une conférence débat sur chaque pôle qui touche à la formation à l'INSEC. Donc vous l'aurez deviné, ce soir, le pôle concerné, c'est marketing et communication. Donc on a choisi le thème de l'irréputation, donc comme le disait M. Bergeruc, c'est un thème qui est un peu à la mode, qu'on utilise un peu partout. On peut même parler peut-être de thème fourre-tout, puisqu'il rassemble à la fois donc, la gestion donc, de l'image et de la communication des entreprises en ligne, mais ça peut aussi concerner la réputation d'une personne privée. Donc ce soir on a décidé ce thème-là. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier, puisque je ne suis pas tout seul à avoir organisé cet événement, je tiens tout particulièrement à remercier donc, les 10 membres de l'équipe de la Fédé qui sont là ce soir et qui ont participé à l'organisation, particulièrement Yannick qui est le responsable du pôle entreprise de l'équipe, donc sans qui cette conférence n'aurait pas lieu. Et bien évidemment, je tiens à remercier à la fois donc, les étudiants pour avoir répondu présent, les entreprises ici présentes ce soir, en plus des 4 intervenants, pour venir participer à cette première conférence. Il y en aura 4 autres au cours de l'année. Et bien évidemment, donc, la direction de l'école, puisqu'il faut toujours remercier son directeur, de nous avoir fait confiance depuis le début, puisqu'ils nous ont laissé mener ce projet à fond, donc de A à Z. Donc voilà, moi je tiens à vous dire une dernière chose. À l'issue donc de cette conférence débat, il y aura bien évidemment un cocktail pour les personnes qui souhaitent poursuivre les échanges. Et je vais maintenant laisser la parole à Alain Ribet, qui est rédacteur en chef d'Objectif Aquitaine, pour animer cette conférence. Voilà, merci à tous. Merci et bonsoir. Vous avez raison, il faut toujours remercier son directeur, c'est bon pour sa réputation. Alors c'est une première conférence, on vous l'a dit à 2 reprises, et je ne vous cache pas que l'Objectif Aquitaine est avec grand plaisir accepté d'accompagner celle-ci, mais aussi d'accompagner la série des 4 autres conférences qui sont prévues d'ici le mois de février, si je ne m'abuse, mais on en reparlera dans un instant. Bon, sans plus attendre, on va démarrer sur ce thème. Comment peut-on négliger son e-réputation? Avec nous, il y a plusieurs intervenants, et on va commencer dans l'ordre avec Olivier Danco de AT Internet. D'abord, un petit mot sur votre job, puis après on va rentrer dans le sujet. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un micro pour 4, plus vous après, mais on va se débrouiller. Bonjour à tous. Alors, chez AT Internet, je suis consultant web analytique et consultant et réputation. Mes 2 métiers sont la mesure du web, principalement, et la mesure de tout ce qui est e-réputation, la naissance du buzz, la réaction au bad buzz, etc. Au sein d'AT Internet, je travaille sur un produit en particulier qui s'appelle BuzzWatcher. C'est le produit dont je vais vous parler ce soir, après vous avoir fait une introduction sur l'e-réputation en général. Justement, comment peut-on définir le concept de l'e-réputation? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est que l'e-réputation? L'e-réputation, c'est ni plus ni moins que la réputation online. Donc pour pouvoir appréhender le concept d'e-réputation, il faut déjà avoir
notion et compréhension de ce qu'est la réputation. Comment ça fonctionne, comment elle naît et comment on peut agir ou réagir par rapport à sa réputation. Une fois qu'on a compris ces concepts, on va être capable de comprendre la même chose online avec les différents outils qui sont disponibles avec le développement d'Internet. On va parler des outils. E-réputation. La e-réputation, il faut d'abord savoir de quoi on parle. L'e-réputation, c'est plein de choses, c'est plein de concepts. C'est un mot qui est à la mode depuis 2009-2010. En 2011, on en parle énormément. C'est tellement à la mode qu'il y a ici à l'INSEC des cours sur les réputations et aussi sur le buzz marketing. Donc il faut comprendre exactement d'où ça vient. L'e-réputation, c'est avant tout la réputation. Et pour ça, il faut savoir que la réputation, c'est lié à une évaluation. Réputation en latin, ça veut dire évaluation. Donc c'est d'abord lié à une évaluation. Une personne, une entreprise, dans l'absolu, c'est pas du tout digne de confiance. Mais il faut une entreprise, une personne va être digne de confiance dans un contexte très précis. Dans quelle mesure peut-on vous faire confiance? La réputation, elle est subjective. L'évaluation, elle peut être juste, elle peut être injuste, et elle est faite à partir d'un jugement de valeur qui est l'opinion. La subjectivité, c'est très important au niveau de la réputation. C'est-à-dire que quelqu'un peut considérer que votre marque, votre produit est mauvais. La personne d'à côté, voire de la même famille, peut considérer que c'est bon. C'est vraiment quelque chose de très subjectif. La réputation, on ne la contrôle pas. Personne ne peut interdire aux autres de parler de nous et d'en parler autour d'eux. On peut gérer sa réputation sans problème, mais on ne peut pas l'interdire. La réputation numérique, elle est mondiale, elle est publique, et tout le monde peut publier n'importe quoi en citant n'importe qui avec Internet. Les paroles, c'est éphémère, mais les vidéos, les écrits, les images, ça reste, ça se duplique, ça se répand, et en quelques mois, quelques jours, voire quelques heures. Ce que vous dites sur vous, c'est l'identité, c'est pas la réputation. La réputation, c'est ce que les autres disent sur vous. Donc, on a vu maintenant ce que c'est la réputation. Les réputations, c'est exactement la même chose sur Internet. Les réputations, elles se créent, elles se dupliquent, elles se mettent en place sur les médias sociaux. Donc on va voir vite fait ce que sont les médias sociaux. Les médias sociaux, comme la définition l'indique, c'est les sites et ou les applications qui autorisent les utilisateurs à générer, discuter et partager de l'information sur Internet. C'est l'essence même de ce qui est appelé le Web 2.0. Le Web 2.0, c'est une version d'Internet qui est basée sur la création de contenu. La création par les utilisateurs, ce qu'on appelle UGC, User Generated Content. Et ça inclut tous les réseaux. Les différents réseaux sociaux, Facebook, Google+, MySpace, le microblogging, Twitter, plateforme de partage vidéo, YouTube, Dailymotion, blog et fil d'information. J'ai pas mis dans la liste, mais on peut aussi considérer les forums de discussion et tout ce que vous pouvez connaître de similaire, vraiment tous les médias sociaux online. Quelques chiffres. Ces chiffres sont tirés de la Wave numéro 5 de Universal McCain qui a été édité en 2010. Suivez bien Universal McCain, vous aurez la nouvelle Wave 2011 qui devrait sortir avant décembre. Il y a 1,5 milliard de visites sur les réseaux sociaux par jour. Ce chiffre continue à augmenter. Ça c'était en 2010, on peut facilement rajouter 0,3 à 0,4 milliards de plus. 30% des internautes ont accès aux médias sociaux via un accès mobile. La mobilité est très importante. Aujourd'hui, on a énormément d'accès via votre téléphone. La preuve ce soir avec les personnes qui vont live tweeter, pour ceux qui vont le faire via leur téléphone. Mais la mobilité est importante au niveau pour bien comprendre la réputation. 47% des internautes ont rejoint une communauté de marques. 1 sur 2. Un internaute sur 2 a rejoint une communauté de marques. Peu importe de quelle manière. Ça peut être via un forum spécialisé, ça peut être une fanpage Facebook. 1 sur 2 est sur une communauté de marques. Donc il faut que les marques aient une présence online et permettent aux internautes de les rejoindre. 10% d'augmentation du nombre de managers des médias sociaux comparé à 2009. Il y a en moyenne 10% de managers en plus par an. C'est plutôt un bon point pour les étudiants qui sont à l'INSEC, c'est vraiment en augmentation. 78% des internautes français de plus de 18 ans déclarent être membres de réseaux sociaux.
C'est quand même énorme, on dépasse les 2/3, il y a vraiment une énorme présence des internautes sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une constante progression de l'utilisation des médias sociaux et que l'opinion de chacun, ça prend une part vraiment non négligeable au niveau du web. L'influence des opinions, elle est importante. En fait, les internautes ils utilisent les médias sociaux pour se forger une opinion sur des produits et pour construire leur comportement consommateur. Pour ceux qui étaient avec moi en cours de buzz marketing, c'est aussi ce qu'on appelle le consommateur. Pendant des années, le marketing il est parti du principe que les consommateurs ils démarrent la recherche avec un grand nombre de marques, puis ils font une sélection, puis ils font un acte d'achat. La relation elle se faisait uniquement autour de l'usage du produit-service en lui-même. Aujourd'hui, ce principe est entièrement remis en cause avec les nouvelles pratiques des internautes. Parce que les internautes tendent à utiliser de plus en plus les médias sociaux, les internautes sont constamment exposés aux opinions et se basent de plus en plus leur comportement utilisateur sur les opinions et les avis trouvés sur le web. Via Chao, via TripAdvisor, tous ici, vous avez certainement été sur un site pour chercher des informations avant de réaliser un acte d'achat. Dans une récente étude, qu'on voit ici, on apprend que 92% des internautes américains utilisent les avis utilisateurs avant d'acheter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des internautes qui ne vont pas chercher les avis utilisateurs. Tout ça, ça nous amène à des nouveaux enjeux. Vu qu'on a des nouveaux canaux d'opinion, on a de nouveaux enjeux pour les entreprises. L'avènement des médias sociaux et les profonds changements dans les habitudes des internautes, ça a permis le contrôle des interactions entre les internautes et le business. Le consommateur, il a maintenant les pleins pouvoirs sur de nombreux aspects de la réputation des entreprises. Comme je l'ai dit au début, l'entreprise n'a plus la mainmise sur sa réputation. Et les internautes, ils l'utilisent quand ils en sentent le besoin, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences et un impact non négligeable sur de nombreux aspects de la marque. On va en voir quelques-uns. Ça va d'une simple réputation négative, ça peut aller jusqu'à une chute des ventes, une chute en bourse, une dégradation très lourde de l'image de marque. Ça peut vraiment aller très très loin. Il faut vraiment vous préparer en tant qu'entreprise parce que votre marque, elle ne vous appartient plus. Ce n'est plus vous qui la contrôlez, ce sont les internautes. Un exemple que vous connaissez peut-être, une grande entreprise qui a fait de grosses bêtises online. Est-ce que quelqu'un connaît le cas Nestlé? Un cas qui est souvent étudié. Le cas Nestlé, en mars 2010, il y a eu un clash entre Nestlé et Greenpeace. C'est un parfait exemple de jusqu'où les choses peuvent aller. Donc Greenpeace lance une protestation en ligne, vraiment très très bien organisée. Ça, c'est un mini-site que Greenpeace a fait afin de lancer l'attaque. Ils se sont fait un malin plaisir à donner des informations aussi sur le Twitter pour que les personnes qui veulent réagir aient toutes les informations pour le faire. Les protestataires donc, ont posté une vidéo très négative sur YouTube, utilisent la page Facebook de la marque et ils tweetent en masse pour clamer que Nestlé, ça contribue à la destruction de la forêt indonésienne. Donc potentiellement augmente le réchauffement climatique et met en danger les orang-outans. Les orang-outans, c'est important, juste pour la fin. Plutôt que de montrer de l'ouverture au débat, Nestlé a été très 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 agressif. Pourquoi agressif? Tout simplement au niveau de la page Facebook. Tout d'abord, la personne qui s'occupait de la page Facebook de Nestlé a simplement dit aux gens, première fois gentiment, s'il vous plaît, ne mettez pas d'image détournant la marque de Nestlé, Nestlé Killer pour le lieu de Kit Kat. Bon, c'est un petit peu un détournement sympathique que pas mal de gens online ont repris. Et ensuite, ils ont quelque chose qu'il ne faut jamais faire, fermer la page Facebook. Bah oui, après avoir supprimé, été agressif, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont complètement supprimé la page. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en plus des contestataires, on a eu le public en général qui a été contre Nestlé et contre la manière dont l'information était traitée. Bien sûr, a été connu de manière virale et la réputation de Nestlé est tombée vraiment en chute libre. Les conséquences, c'est vraiment loin d'être anecdotique. Déjà, c'était en 2010, on est encore en train de voir le cas, donc ça fait vraiment, ça a été étudié pendant longtemps et c'est encore étudié aujourd'hui. Au final, Nestlé a fait un retour en arrière alors qu'ils ne voulaient pas et finalement c'est les orang-outans qui ont gagné. Et une information complémentaire, voilà la chute de la bourse le jour où il y a eu l'attaque. Une belle chute de l'action de Nestlé le jour de l'attaque et les jours suivants. Donc ça c'est le genre d'action que même une grande marque peut faire online. Donc il faut vraiment
La réputation, c'est pas une histoire de petit, grande entreprise, n'importe qui peut bien faire ou mal faire. Pour savoir tout ça, il faut être maintenant, pour avoir des informations sur ce qui se dit sur nous, il faut être capable de le mesurer. Qu'est-ce qu'on mesure online? On va mesurer les réputations tout d'abord. Faire une veille de sa réputation online, faire un suivi, une mesure du buzz. Ça, c'est du classique. On est aussi capable de faire de la veille marketing, une veille de son secteur d'activité, de ses concurrents. Capable aussi de faire de la relation client. On le verra après, c'est vraiment une veille des avis clients, suivi des réclamations, critiques online, etc. On est aussi capable de faire de la veille sur les ressources humaines. Des outils comme BuzzWatcher, on va être capable d'avoir des informations sur qui parle de nous, qui est influent, et être capable de retrouver les plus gros influenceurs online. Il y a d'autres usages comme les études de marché, connaître des modes, ce qui s'achète, ce qui se vend. On est vraiment capable d'avoir énormément d'informations. On va commencer par suivi mesure du buzz. Un exemple sympathique, c'est celui de Bavaria. Bavaria, lors de la Coupe du Monde 2010, ils ont fait rentrer 36 jeunes femmes à l'intérieur du stade de Johannesburg pendant le match Danemark-Pays-Bas. Les filles que vous voyez en orange en bas étaient habillées au départ aux couleurs du Danemark, rouge et blanc. Et puis au milieu du match, elles ont retiré leurs vêtements et se sont retrouvées habillées tout en orange au sein des supporters danois. Ça a été une façon vraiment originale de la part de Bavaria de mettre la lumière sur sa marque, parce qu'en fait les tenues qu'elles ont là, c'est le kit de supporters que vendait Bavaria à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que les filles, elles ont été très vite remarquées, elles ont été évacuées du stade en 4e vitesse par les agents de sécurité et les représentants de la FIFA. Ensuite, elles ont été interrogées plusieurs heures par la police, soi-disant que les robes étaient clairement identifiées comme faisant partie du pack supporter dont je vous ai parlé. Et craignant d'éventuelles représailles de la part de Budweiser, les officiels de la FIFA, ils ont cru bon d'exfiltrer les jeunes filles. Vous partez du pays. Je vous laisse imaginer les représailles online qu'il y a eu. Bavaria communique énormément sur les jeunes femmes et encore une fois, ils ont réussi. La presse en ligne a couvert massivement l'incident qui a éclipsé le résultat du match. Aujourd'hui, le match, plus personne n'en parle, ni du résultat. C'est une opération d'embouche marketing, mais il faut savoir aussi que derrière, on a un gain énorme d'image. C'est-à-dire que Bavaria a fait parler d'eux alors qu'ils n'étaient pas sponsors. Ils ont fait l'économie de sponsoring de l'événement. Lors de la Coupe du Monde, du 11 juin au 11 juillet 2010, Bavaria a généré 371% de buzz de plus que Budweiser. On a parlé 4 fois plus, d'une manière générale, de Bavaria que de Budweiser. Le jour du match, il y a eu 558% de buzz en plus que son concurrent. C'est-à-dire que le jour du match, on a parlé quasiment que de Bavaria. Et ça, c'est une information importante, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de réaction de la part de Budweiser. Ils n'avaient pas d'outils de mesure sur le moment, et ils n'ont pas été capables de mesurer ce buzz ni de le suivre. Un exemple que je vais vous montrer par rapport au buzz, là, on est dans l'interface de BuzzWatcher. Au niveau de BuzzWatcher, on va faire une mesure. Alors là, je ne suis pas en temps réel, j'étais sur février 2010. En février 2010, on est sur le compte de Peugeot Citroën. Peugeot Citroën va chercher des informations sur ses concurrents en langue française sur le mois de février. Ils vont remarquer que dans les concepts associés à ces concurrents, on a certains termes qui reviennent. Système de freinage, pédale d'accélérateur. C'est un peu particulier, il n'y a pas de raison qu'on parle de ça au niveau véhicule. L'information que BuzzWatcher nous permet de récupérer en plus, c'est ça. C'est-à-dire que si on va zoomer sur le système de freinage et qu'on va voir l'historique, on va être capable de voir que le 9 février, on a eu un pic énorme de buzz au niveau des systèmes de freinage. Pourquoi? Si vous vous souvenez, il y avait eu un rappel de véhicules Toyota à cette époque, et c'est cette information qu'on arrive à avoir. Cette information, on peut aussi l'avoir en temps réel. Donc c'est-à-dire que PSA aurait pu réagir, aurait pu faire un communiqué par rapport à ça ou pas, mais surtout Toyota aurait pu réagir. Ils auraient pu voir que en ligne, il y avait énormément d'informations pas positives, j'ai pas besoin de vous le détailler, sur le rappel des véhicules. Autre chose qui est possible avec les outils comme BuzzWatcher, c'est la veille marketing. Je ne vous détaille pas ce que c'est une veille marketing, produit, tendance, concurrence. Vous connaissez tout ce que c'est. La veille marketing, on peut la voir de plusieurs manières. Ici, j'ai été sur le compte d'une agence d'intérim française. L'agence d'intérim,
au mois d'octobre, elle va regarder ce qu'on dit sur elle, au niveau des supports vidéo, blog, fil d'information, réseaux sociaux, et elle va regarder par rapport à la concurrence le nuage de mots. Le nuage de mots, c'est qu'est-ce qu'on a dit sur mes concurrents durant un mois. Là, on est vraiment sur un outil de veille qui va nous permettre d'avoir une information. Là, on voit que le tertiaire chez les concurrents a été énormément approché. Pyrénées-Atlantiques, Île-de-France Emploi Informatique. On va être capable ensuite, en allant cliquer sur un de ces nuages sur un de ces mots présents dans le nuage de mots, d'aller chercher les informations, les articles qui renvoient ces mots. Au niveau de la concurrence, ça va me permettre de savoir pourquoi on parle de tertiaire chez les concurrents. Pourquoi eux et de quelle manière. Ça va me permettre vraiment d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se fait sur mon marché. Un autre type de veille, j'ai pris un exemple, un compte imaginaire qu'on a pris, l'UMP. Si l'UMP veut faire une veille sur les primaires socialistes, il suffit de regarder François Hollande-Martine Aubry depuis début août, la manière dont les informations sont, dont les médias vont réagir, les réseaux sociaux, Twitter, etc., par rapport à chacun des candidats. On est capable de voir que là, quand il y a des pics, les deux réagissent en même temps. Ici, il y a dû se passer quelque chose par rapport à Martine Aubry. Dans notre outil, à moi après derrière, d'aller mettre des informations. On est capable d'avoir une veille, une timeline de veille marketing. Votre opinion des clients et des internautes sur votre marque. Être à l'écoute des mécontentements de clients. Certaines entreprises, elles ont mis en place des comptes Twitter spécifiques pour la relation client. Le meilleur exemple de compte Twitter spécifique, c'est la 12 Force de Best Buy. Aux États-Unis, Best Buy, c'est des boutiques, c'est une chaîne de magasins américains. Ils ont mis en place ce Twitter. Ce Twitter est très particulier parce que pour gérer leur relation client, ils n'ont pas pris un community manager. Ils ont donné des portables à une personne dans chaque magasin. Derrière ce compte, vous avez 2000 personnes qui tweetent et qui réagissent à tout moment. Ça permet quoi? Ça permet de mutualiser la veille. Ça permet de mutualiser l'information. Si moi je dis que je ne suis pas satisfait d'un produit que j'ai acheté chez Best Buy, ils vont être capables de réagir quasiment en immédiat, de m'envoyer un message privé et surtout de m'inviter aussi à éventuellement passer en magasin, à faire un échange, etc. On a vraiment la mise en place d'outils d'e-réputation par rapport à la relation client. Il y a la même chose en France, ça a fait des émules. Free a fait pareil, Darty aussi, le confiancologue. On invente des mots, mais c'est sympa. L'idée, c'est que vraiment Darty a toujours mis en avant la forte connaissance de ses vendeurs, donc leur présence online est normale et logique. Par contre, il y a des présences online qui le sont un petit peu moins. La BNP, est-ce que vous avez envie d'aller parler avec votre banquier sur Twitter? Bonjour, j'ai un problème d'argent, pas de problème, je vous rembourse le mois prochain. C'est un petit peu difficile d'avoir un SAV par rapport à une banque. Donc il faut vraiment réfléchir à la manière dont vous allez être présent. Le fait que la BNP parle à ses actionnaires, pourquoi pas. Le fait que la BNP parle à ses clients via un SAV Twitter, pas très pertinent. Les relations clients, on est aussi, j'ai repris un autre exemple politique. Ici c'est simple, on prend le compte du gouvernement français, on regarde, compte virtuel je précise, c'est pas vraiment eux, on regarde toutes les personnes qui ont parlé du gouvernement, donc la marque. Dedans, j'ai indiqué tous les noms des personnes qui sont actuellement au gouvernement. Et je vais regarder les auteurs qui ont parlé de ma marque. Et je vais retrouver là les noms des personnes qui ont le plus parlé. Et je vais pouvoir ensuite aller chercher de l'information complémentaire. Est-ce que par exemple ici, ce fil d'information, là on est sur un fil d'info, donc on a quelqu'un qui parle de moi sur un fil d'information. Pourquoi, comment, de quelle manière? Je vais aller zoomer ensuite et regarder plus précisément les retombées médiatiques à l'intérieur même de l'outil, pas besoin d'aller se balader sur le net, j'ai toutes les informations qui sont là, et voir si c'est positif, négatif, pouvoir donner des informations dessus. Ça va me permettre ensuite de pouvoir réagir par rapport à ce qui est dit sur ma marque. Un dernier point, c'est les ressources humaines. Avoir des informations sur des candidats potentiels, une vision plus large et plus détaillée sur une personne, et cartographier les compétences dans un domaine. Les ressources humaines, on peut utiliser exactement la même chose, c'est-à-dire soit les auteurs, soit un contexte syntaxique. Au niveau des auteurs, je vais aller regarder qui a le plus parlé de ma marque. Là, je suis sur le compte d'AT Internet. Sur le compte d'AT Internet, les premiers à parler de la marque,
c'est le compte de mon entreprise. C'est plutôt logique. Ensuite, par rapport aux autres personnes, je vais aller chercher qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qui sont les personnes derrière ou les entités, et je vais pouvoir avoir plus d'informations sur d'éventuels futurs collaborateurs par rapport à mon entreprise. Pour conclure, par rapport à les réputations, elle en est qu'à ses débuts. Ça va beau faire 2, 3, 4 ans, c'est pas très long, on en est vraiment au début, donc il faut vraiment qu'on reste humble par rapport à ça. Il faut que vous sachiez avoir une stratégie de veille en tête et la faire évoluer grâce à des reportings réguliers. Si vous avez une stratégie, que vous la mettez en place et que vous regardez seulement au bout d'un an, c'est pas intéressant. Il faut faire des reportings et être capable de modifier cette stratégie en permanence par rapport à ce qui se dit sur vous, par rapport à votre réputation. La pire des stratégies, c'est de ne pas être présent. Il vaut mieux faire des bêtises, il vaut mieux faire des erreurs, mais la pire de toutes, c'est ne pas être présent, parce que vous ne verrez pas ce qu'on dit sur vous, vous n'aurez aucune information sur votre réputation. L'outil de veille, c'est rien, c'est l'humain qui vous apportera la lecture adéquate de vos données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des dizaines, voire des centaines d'outils de mesure gratuits, l'idée c'est d'essayer d'en avoir un qui va vous permettre d'avoir toutes ces informations. Parce que derrière, ce n'est pas l'outil qui vous donne l'info, c'est l'humain qui va l'interpréter. N'oubliez pas ça, c'est vraiment l'humain qui est important, qui est au cœur de la mesure de l'irréputation. Et soyez curieux, essayez des outils, faites des essais, vraiment n'hésitez pas. Vous avez une marque, vous allez voir, essayez de réagir d'une certaine manière ou d'une autre. Voyez comment les personnes face à ça vont réagir. Les grandes sociétés, les grandes marques ont fait des erreurs, il n'y a pas de raison que vous n'en fassiez pas. Essayez de regarder ce qui s'est fait, comment ils ont réagi. Un exemple assez drôle, c'est celui de Quora. Si vous voulez voir un bad buzz en ce moment, une mauvaise réputation, vous regardez Quora sur Twitter, sur Facebook, la magnifique vidéo qu'ils ont postée online. C'est plein d'erreurs qui s'enchaînent, mais c'est intéressant à voir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Un mot sur WebReport. Oui, WebReport est une agence que j'ai créée en 1999 au départ sur le contenu éditorial. Et puis qui a évolué au fil des ans vers l'animation de communauté. Et puis en 2005, avec l'aide d'un client qui s'appelle cityschool.com, on s'est lancé dans la gestion de la relation avec le client sur le web. Et donc aujourd'hui, on a compris que c'était de l'e-réputation. On ne savait pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Et on a fait aussi du community management. Et là aussi, en 2005, on ne savait pas que c'en était. Donc aujourd'hui, on est une agence qui fait essentiellement de l'e-réputation et du community management. Pour quel type de clients? Bon, c'est Cdiscount, ok. À part ça, quelle est la taille des entreprises qui craint finalement les réseaux sociaux, quoi. En gros, c'est ça. Qui ne craignent pas, qui souhaitent optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. Alors, effectivement, c'est vrai que les grandes entreprises ont été plus lentes à réagir que les petites. Mais maintenant qu'elles y sont avec force. Donc nous, on a des entreprises comme Cdiscount ou comme Generali, qui sont des très grandes entreprises. On a des PME et on a même des individus, c'est-à-dire des gens qui considèrent que leur réputation personnelle peut être entachée, doit être surveillée. On a notamment un directeur commercial d'une entreprise qui a ses ouailles qui, quand elles démissionnent ou quand elles s'en vont, lui crache un peu dessus et il n'aime pas beaucoup, donc il me demande d'essayer de voir si on ne peut pas faire des choses comme ça. Alors la gestion de la relation client, c'est votre job aujourd'hui. Alors c'est en fait effectivement, donc la gestion de la relation avec le client, la principale différence avec un service de relation client normal, c'est-à-dire une hotline, par exemple, c'est qu'on va parler avec un client en sachant qu'on est lu par de nombreuses personnes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on va lui parler, hein, pour être très clair. Puisque cette personne communique sa joie ou son mécontentement sur le net, donc en public, et donc avec, on ne sait pas, mais 100 000 personnes qui voient son message. Et tout le travail consiste à utiliser des cas particuliers pour communiquer le plus largement possible et faire de la pédagogie. Donc c'est une forme de communication qui est un peu nouvelle et un peu particulière, qui consiste à faire de la pédagogie pour le plus grand nombre, avec peut-être des gens qui passeront dans 6 mois, qui auront la même problématique que ce client qui avait été mécontent ou qui avait eu un problème 6 mois avant, et qui auront donc cette réponse.
Alors, donc ça, c'est la relation client. Ensuite, c'est la partie de la relation client la plus intéressante. Alors, par quel outil on va passer? Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. On verra ça avec Lionel tout à l'heure. Mais pour prendre le cas de Cdiscount, qui est un cas intéressant pour nous, parce qu'on le traite depuis 2005, donc j'ai envie de dire qu'on a fait la boucle complète par rapport à cette gestion-là. Pour vous raconter rapidement comment ça s'est passé, en 2005, il y avait une histoire sur le web qui s'appelait l'histoire-père-noël.fr, qui est une histoire qui faisait un peu peur à tout le monde, puisque c'était une entreprise, un e-commerçant, un cybermarchand, qui avait déposé le bilan. Et donc, pour la première fois, on avait des ventes qui n'étaient pas livrées. Et on avait une sorte de sensation que tous les cybermarchands étaient des escrocs. Et donc, tout colis qui arrivait en retard provoquait une sorte de panique absolue de la personne qui avait laissé son numéro de carte bleue. Concomitamment, Cdiscount était en plein développement, en pleine croissance, et donc toute entreprise en très forte croissance. On va dire que la vente marchait très bien et que l'outil industriel avait du mal à s'adapter. Pour faire très clair, il y avait quelques colis qui n'arrivaient pas. Je vous euphémise. Et donc, notre job a consisté à aller détecter d'abord, surveiller et récupérer tous les gens mécontents sur le web. Après, on a récupéré tous ces gens-là, on a pris leur numéro de commande, on a demandé au service client, le vrai service client, d'étudier ce qui s'était passé, s'il y avait un problème, s'il y avait une difficulté particulière, si c'était un escroc, parce que le consommateur n'est pas obligatoirement très honnête, hein, on peut aussi faire des vraies choses bizarres. Donc voilà, on a analysé toute cette population-là et on a décidé d'aller leur parler en disant voilà, on va traiter votre problème et il a été traité. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase où on éteint l'incendie. Et ensuite, il nous est arrivé quelque chose qui arrive très souvent. Alors, là, ça a pris un peu de temps, parce qu'il y a eu Noël entre-temps. Voilà. Donc oui, ça a pris 6 mois de travail où il a fallu parler à tous les gens et calmer le bad buzz pour être clair. Et puis après, on a eu une autre problématique qui était que les gens discutaient partout, parlaient partout. Donc on avait un problème de ressources humaines, qui était qu'on ne pouvait pas aller répondre à tout le monde partout. Et les outils n'étaient pas encore très bien développés, donc les outils d'alerte ne marchaient pas obligatoirement très bien, ils ne permettaient pas de faire de la mutualisation. Sachant que le meilleur outil d'alerte, c'est Google Alert. Enfin, après, il ne faut pas s'exciter non plus. Si vous avez Google Alert très bien programmé, ça marche plutôt pas mal. Et donc, on a décidé en fait de récupérer toute cette clientèle et de l'amener sur un seul endroit. Donc, on s'est dit, s'il doit y avoir des gens qui sont mécontents ou qui posent problème, il faut qu'on les récupère sur un seul endroit, où là, on va pouvoir leur parler, on sera entre nous, et on pourra bien discuter. Donc, on a créé un site qui s'appelle La Fourmilière, en 2007, qui était un forum. Au départ un forum, on n'appelait pas ça un réseau social encore, un forum sur lequel on a décidé de traiter tous les cas et tous les gens qui étaient mécontents. Donc on a aujourd'hui une communauté de 70 000 personnes. Là où je dis qu'on a fait le tour, c'est qu'aujourd'hui cette communauté est active, fait de l'entraide, rend service et finalement ça positive. L'entreprise a fait des progrès, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire non plus que parler avec les clients et les réseaux sociaux améliorent la problématique industrielle. Si vous avez, moi je dis souvent aux gens que je vais voir, si vous n'avez pas envie de progresser, c'est pas la peine de venir nous voir, on n'est pas magicien. Donc en clair, il faut aussi que ça s'accompagne, la gestion d'un réseau social, par un retour dans l'entreprise de progrès. Et puis alors le must du must, c'est quand le consommateur ou le client détecte un dysfonctionnement, qu'on le transmet à l'entreprise, que l'entreprise le traite et progresse, et là le consommateur dit merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc là on est dans l'utilisation la plus positive et la plus magique des réseaux sociaux dans la relation avec le client. C'est pas uniquement du défensif. Dans les exemples qui ont été donnés tout à l'heure, et notamment Nestlé, etc., qu'est-ce que vous auriez, vous, à Web Report, qu'est-ce que vous auriez préconisé? Fermer le truc, laisser ouvert le truc, répondre, quoi, comment faire? Alors c'est facile d'en parler après. Je suis très étonné sur le cas Nestlé qu'il n'y ait pas quelqu'un dans une direction stratégique du côté de Genève qui ait dit attention, on est embêté par Greenpeace en ce moment, donc on évite d'ouvrir les réseaux de communication. Un réseau social, c'est un réseau de dialogue et de conversation. À partir du moment où on l'ouvre, on doit tenir la conversation. Si la conversation est désagréable, il va falloir tenir la conversation désagréable. Si la conversation est très positive, il va falloir être dans la joie et tout ça. Mais je suis très étonné qu'il n'y ait pas un responsable risque, je dehors ça dans ces très grandes entreprises, qui ait dit vous êtes mignon là, la direction marketing KitKat, mais vous évitez d'ouvrir parce qu'on va en prendre une. Et ça n'a pas manqué, parce qu'effectivement, ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont été agressés par Greenpeace qui
ce sont des activistes, ils savent très bien le faire, ils ont joué sur les fuseaux horaires. Le pauvre community manager solitaire, il s'est retrouvé 24 heures sur 24, houspillé, agressé, etc., etc. Et effectivement, il a répondu comme il a pu. Moi je dis qu'il a lâché le clavier parce qu'il était trop chaud. Donc effectivement, le premier vrai sujet, c'est qu'ils n'ont pas analysé en amont. Ils n'ont pas eu de réflexion stratégique avant de s'y lancer. Ensuite, bon, ils ont mal réagi sur le monde. Maintenant, aujourd'hui, si vous allez voir la page Facebook, elle est entièrement dédiée au développement durable et aux trucs écolos. Donc voilà, ils ont retourné le truc comme ils peuvent. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'on n'ouvre pas une page Facebook, on ne va pas sur les réseaux sociaux sans avoir une réflexion en amont, sans savoir si on a les ressources, sans savoir si on aura un discours à tenir, et sans savoir si, en interne, dans les entreprises, on aura un circuit de validation assez rapide qui permettra de discuter avec les gens. Parce que être sur les réseaux sociaux, c'est de la discussion et de la conversation. Moi, je vais assez loin, c'est là que je dis qu'il faut même aller jusqu'à la futilité. On a tous, je suis sûr qu'à midi, si vous avez mangé avec des copains, il y en a bien un qui a parlé de météo. Le sujet le plus intéressant du monde, mais qui et effectivement, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter, à un moment donné, à dire est-ce qu'il fait beau chez vous, avoir de la conversation qui, visiblement, n'a pas d'intérêt business directement, mais qui permet de créer de l'animation, de la connivence et de faire vivre sa communauté. Que les réseaux sociaux ou un réseau social, c'est presque un sondage permanent, grandeur nature, ou est-ce que c'est quand même marginal? Est-ce qu'on n'a pas tendance à retrouver, je sais pas, les mêmes 10 000, les mêmes 100 000, les mêmes millions de personnes en France, par exemple, qui passent son temps à intervenir finalement? Alors, les chiffres que je vais compléter d'Olivier, c'est qu'il y a une enquête Terra Femina Orange qui est sortie le mois dernier, donc, enfin en octobre, donc oui, le mois dernier, et qui dit que 40 ou 50% des internautes sont sur Facebook, par exemple. Et qu'effectivement, on ne peut plus parler d'une population jeune, mais d'une population qui va de 18 à 45, voire 50 ans. Donc, tout le monde, on va partir de ce principe-là, une personne sur deux, on va dire tous les gens qui sont sur Internet sont sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, c'est souvent les mêmes personnes qui interviennent. Oui, il y a une population de gens, alors pas partout, mais à un certain moment. Il y a des gens qui ont, alors nous on a pas mal travaillé sur ces profils-là, parce que comme on leur parle, on va savoir comment ils réagissent. On a par exemple notre personnage préféré, le plus difficile dans notre métier, c'est le troll, que les étudiants connaissent bien, parce que dans les jeux vidéo, on voit à peu près ce que c'est. Le troll, ça existe, alors ça existe dans la vraie vie aussi. Vous allez dans une réunion publique politique, vous allez avoir le mec qui va décider d'emmerder tout le monde. Alors vous avez la même chose sur les réseaux sociaux, à part que ça se voit. Donc il faut savoir gérer ce personnage-là. Alors souvent c'est des psychopathes qui ont juste une envie, c'est détruire. Donc quand quelqu'un a envie de détruire, vous avez des situations où vous décidez que vous le bannissez. Alors moi c'est toujours drôle de bannir un lien. Il ne faut pas le faire tout le temps, mais bon, quand vraiment le gars est détestable, vous le faites, ou vous lui parlez, ou vous lui expliquez en privé qu'il va faire qu'il cesse, etc., etc. Donc oui, il y a des profils psychologiques de gens qui interviennent. Moi, je crois que de plus en plus de personnes, notamment avec Facebook, parce que la possibilité de publier un commentaire est hyper simple, au moins disent qu'ils aiment, ce qui est déjà un élément. Dire qu'on aime quelque chose, c'est déjà une expression. Donc on ne peut pas penser, enfin, il faut faire attention à se dire, en fait c'est toujours les mêmes et en fait ça n'apporte rien. Peut-être que pour la presse, peut-être que sous un journal en ligne, on va retrouver toujours les mêmes commentateurs. Le gars qui va derrière le monde, on sait très bien que dans la presse, par exemple, dès qu'il y a un sujet sur le conflit israélo-palestinien, on coupe les commentaires, parce qu'on sait que ça part en vrille tout de suite et que ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, donc, moi je pense qu'il faut partir du principe que tout le monde peut être commentateur, peut avoir un avis, et peut avoir un avis, pour reprendre la remarque, peut avoir un avis constructif qui permet de faire progresser, qui permet de s'améliorer. C'est bien que vous rameniez le sujet à la presse, parce qu'à une époque, on a mesuré, une époque c'est pas si vieux que ça, sur le courrier des lecteurs qui arrivait dans les quotidiens. Et on s'est rendu compte que plus de 50% du courrier, c'était toujours, on reconnaissait à l'écriture, parce que les mecs arrivent déguisés, quoi, avec un pseudo, machin, sauf que c'est la même écriture ou le même ordi, enfin bon. Donc, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux? Merci Benjamin. Lionel, à nous. Peut-être le patron de... Bon, bien sûr, sur la société d'abord.
Alors, bonsoir. Oui, effectivement, je suis le fondateur, enfin un des fondateurs et je dirais le dirigeant aujourd'hui de la société DigiOne. Notre métier, je vais vous le présenter rapidement, c'est dans le slide. Notre métier, c'est d'être un petit peu en amont de tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui et notamment d'aider les marques, les entreprises, les institutions, les personnages publics, etc. à avoir une réelle stratégie avec de la donnée scientifique et efficace pour arriver à faire des choses efficacement utiles et je dirais avoir enfin ce que je vais appeler la visualisation du web, parce que beaucoup de gens aujourd'hui on parle de web, on parle d'internet qui soit 1.0, 2.0, etc. DigiOne vous apporte la solution de le visualiser concrètement, et quand on y voit, comme je le dis souvent, quand on veut aller conquérir des territoires, quand on veut aller maîtriser, évaluer l'ampleur d'une crise ou ce genre de choses, autant voir ce qu'on fait. Justement, pour lancer votre propos, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il existe une cartographie fiable des réseaux sociaux? Parce que pour les néophytes, pour les primaires, on peut avoir le sentiment, et c'est ce que j'entends souvent, c'est une espèce de forêt vierge. Est-ce qu'il existe une vraie carte fiable sur laquelle on peut s'appuyer pour réfléchir, ne serait-ce que ça? Alors, aujourd'hui, il existe, je dirais, des chiffres, des données, et il existe, je dirais, une rosace assez connue qui inventorie toutes les typologies de réseaux sociaux. Après, on a, en fonction de chaque plateforme, je dirais, les volumes des usages, des conversations et des échanges. Quand on dit qu'on cartographie le web, je vais vous le montrer ce soir, la cartographie globale des réseaux sociaux, elle existe et elle est différente par ce qu'on appelle nous les aires linguistiques. C'est-à-dire qu'en fonction des continents ou des langages utilisés, les usages ne sont pas les mêmes. Donc quand effectivement un client a un intérêt en France, on va travailler avec les réseaux sociaux et l'Internet français, mais si on veut s'attaquer à la Chine, comme vous savez comme moi, on va être sur d'autres moteurs de recherche, on va être sur d'autres plateformes sociales. Beaucoup de gens disent qu'est-ce qu'il y aura après Facebook? Il y aura peut-être autre chose après Facebook, mais il y a déjà des continents, il y a déjà des aires linguistiques où il y a autre chose que Facebook. Donc on peut avoir ce genre de solution. Les cartographies que nous faisons, nous, et que je vais vous présenter ce soir, ne sont pas là pour inventorier tous ces réseaux et toutes ces plateformes, puisque notre porte d'entrée, elle est dans la plateforme éventuellement pour aller analyser ce qui s'y passe, mais elle est beaucoup plus globale que ça, dans le sens où on va analyser tout ce qui est échange conversationnel par l'écrit, parce que Internet c'est essentiellement de l'écrit, il ne faut pas l'oublier, même si on appelle ça des conversations, et puis les échanges conversationnels et les réseaux. Voilà, donc l'ampleur ou l'enjeu de sa e-réputation passera effectivement, ou peut être détecté au travers du web global, mais là on identifiera à la fois les interlocuteurs et comment ils sont structurés et comment ils existent, quelle est leur architecture, et bien sûr au travers de quelle plateforme sociale ou quelle solution informatique web ils passent. Voilà. On y va? Alors, tout d'abord, première petite présentation, c'est le son. Comment est structuré aujourd'hui DigiOne? DigiOne, c'est 4 services essentiels, qui sont d'abord des professionnels du web média classique, la gestion des campagnes de communication sur le web média classique. Bien sûr, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le mobile, parce que le mobile maintenant fait énormément partie d'Internet et parfaitement la convergence mobile-web existe, elle est réelle. Le marketing relationnel, ça on est beaucoup plus proche de ce que fait Benjamin. Le marketing relationnel, il existait avant Internet, c'est les relations publiques, les relations presse, c'est des formes de marketing. Et tout ça est structuré et exposé stratégiquement au travers d'un bureau d'études qui va proposer, grâce à ces données scientifiques, le déploiement à une marque, une entreprise. DigiOne aujourd'hui, nous sommes 7 personnes à Bordeaux au siège social, mais étant donné qu'on a ouvert au groupe TBSCG, qui est un groupe anglais qui a investi dans DigiOne, nous sommes maintenant représentés également à Paris, Londres, Bruxelles, Wrocław, et comme dit la voix, c'est tout pour le moment, mais uniquement pour le moment. Voilà, alors l'e-réputation. L'e-réputation, qu'est-ce que c'est? L'e-réputation, c'est effectivement sur Internet, sur le côté numérique,
Et même avant, c'est tous ces mots-là dans un nuage. Bruit, rumeur, perception, attaque, divulgation, info, blogueur, tendance, positif. L'important pour nous est de savoir quels effets ça a ou quels impacts. Parce que il faut savoir que votre vision, votre connaissance de votre e-réputation peut être déformée par votre simple perception. Parfois vont arriver à vos oreilles les idées les plus négatives, mais si finalement la personne qui dit du mal de vous n'est pas entendue, n'a pas d'auditoire, n'a pas d'effet, ça ne sert pas forcément à grand chose de déployer des moyens colossaux pour aller lutter contre un pet de fourmi. Ça c'est encore le son. Les réseaux sociaux se multiplient. Effectivement, comme vous disiez, la carte des réseaux sociaux, c'est plutôt une rosace que ici j'ai floutée volontairement parce qu'elle évolue très très vite. Elle évolue très très vite dans le sens où on connaît les leaders, les majeurs, vous les connaissez tous, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Mais il existe des multitudes de petits réseaux qui sont parfois liés à des professions, à des secteurs d'activité et qui peuvent être très influents dans un secteur d'activité. Je sais par exemple pour les avocats, sachez que les avocats, il existe un micro-réseau social qui recense 6000 avocats en France, sur lequel ils échangent. Donc ça ne sert peut-être pas à grand chose si on a un problème typique sur le secteur d'activité des avocats, d'aller forcément voir ce qui se passe sur Facebook. C'est en scannant les conversations qu'on va pouvoir identifier qu'il y a un réseau social efficace qui est en train de détruire éventuellement la profession ou l'entité commerciale ou la société. Beaucoup de solutions métriques naissent chaque jour. On l'a vu arriver, on voit maintenant, à commencer par nos amis Google, et puis etc., tout ce petit monde, beaucoup de solutions métriques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont capables de quantifier ce qui se passe. Au départ, c'était les volumes de trafic, etc. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le buzz en lui-même. Combien vos outils pour savoir qui parle, combien, à quel volume, etc. Ben ça, c'est très intéressant. Je dirais que c'est à coupler avec l'outil cartographique souvent. Autant avoir votre outil privé, enfin gratuit ou payant. Souvent, les payants sont quand même beaucoup plus intéressants. Et vous allez observer certaines données, effectivement, par rapport à des mots, par rapport au nom de votre marque ou de votre entité. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on parle non pas de community, enfin, chez DigiOne, on ne parle pas de community, on parle de communauté. Le community, comme l'a défini Benjamin, et qu'il le fait très bien, le community, c'est la gestion et c'est l'échange conversationnel que l'on fait et les actions que l'on mène au travers des réseaux. Ce que l'on fait chez DigiOne, c'est plutôt analyser les communautés, parce que ce sont eux vos cœurs de cible, ou ce sont eux les personnes enfin les ensembles de personnes qui peuvent avoir un effet sur votre réputation online. Donc on parle, nous, on parle de connaître, d'écouter, de parler avec, d'appartenir à, d'améliorer. Comment maîtriser sa réputation Internet? La solution. La nôtre en tout cas. Voir, entendre, comprendre, quantifier, agir. Hors de question d'essayer de tenter une quelconque action si on n'a pas ces données-là. C'est simple, c'est de l'intelligence. Si on ne voit pas, si on n'entend pas, si on ne comprend pas, si on n'a pas quantifié, inutile de vouloir agir, c'est ce que, comme je dis souvent, ça risque d'être une bouteille à la mer. La visualisation cartographique des réseaux et des conversations sociales du net. Alors voilà une première. Ceci est une cartographie Facebook du monde du vin à Bordeaux. Pour un client très notoire à Bordeaux, tout le monde sait qu'on travaille avec lui. Ici, vous avez, au travers de 3 identifications communautaires, alors effectivement c'est un peu flou pour vous, mais c'est pas grave, il ne s'agit pas d'aller chercher les noms, mais on a 3 secteurs d'activité. On a les gens du vin de Bordeaux, on a les gens qui parlent du vin de Bordeaux et du vin étranger, et on a les gens qui parlent du vin et de l'art. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à savoir, au travers d'une marque, quels sont les leaders d'opinion, les cœurs de cible, les gens influents. Et par rapport à ça, effectivement, on va pouvoir déployer une stratégie qualifiée et dirigée non pas sur quelque chose d'empirique sur la totalité de ces gens, mais plutôt aller s'appuyer sur ceux qui ont un réel auditoire, une réelle influence sur le discours, sur la communauté, sur votre marque. Si vous cherchez à être quelqu'un qui, effectivement, est un mentor, je dirais, en conversation et en discussion sur les tendances du vin à Bordeaux, autant aller s'appuyer sur les meilleurs relais d'information et avoir des échanges conversationnels avec eux intelligents de votre communication.
change. Ça, c'est bien. La profilisation. Donc ça passe par une méthode de profilisation. Profilisation, c'est quoi? C'est tout simplement dans ces communautés identifiées, dans ces noms, on va derrière déterminer cette segmentation de personnes. Quels sont leurs usages, quelles sont leurs, je dirais, leurs façons de converser, quelles sont leurs façons d'utiliser le web, et par rapport à ça, adapter notre stratégie à ses besoins et à ses usages. Ici, par exemple, on a, toujours pour ce fameux client, on va décortiquer la cartographie et identifier, j'avais pas vu mais son nom est là, identifier quelles sont les différentes plateformes numériques qui aujourd'hui parlent de cette marque. Donc on va avoir les sites e-commerce, on va avoir les blogs, on va avoir bien sûr Facebook, on va avoir presse, blog, amis, on va avoir son triangle numérique à lui, c'est-à-dire où est stratégiquement positionné son site internet, son blog, ses interventions réseaux sociaux. Et là, on va pouvoir analyser à qui il s'adresse et on va pouvoir analyser l'ampleur de sa conversation. Et également, si quelqu'un dans cette communauté n'est pas venu semer le trouble et l'empêcher de maîtriser cette communication. On dit que nous, c'est bizarre, je suis un peu à côté de l'écran, mais bon, la différence par le ciblage et la qualification via le web mapping. La différence, c'est ça, c'est que tant qu'on n'a pas ciblé et qualifié le volume, la taille, les usages, la profilisation de tous ces publics à qui nous nous adressons, à quoi sert notre communication? Donc la visualisation cartographique, notamment par exemple des tonalités des conversations sociales du net. Ici, on a changé de client, je vous rassure. Ici, on va avoir par exemple, par rapport au degré de couleur, en partant du plus clair au plus fort, passer et analyser toutes les conversations qui ont une tendance positive, une tendance neutre, une tendance négative. On va également, par rapport à ça, savoir comment ils sont constitués, avec qui ils échangent, et quelle est la taille de leurs échanges et leur volume d'échanges. C'est-à-dire que ici, j'ai quelqu'un d'assez positif, qui parle bien de moi, et qui parle aussi à des gens plus ou moins négatifs. Ici, j'ai toute une communauté, on fait exprès de cacher un petit peu, on ne va pas vous délivrer ce qu'on rend à nos clients. On a ici toute une communauté qui n'est pas reliée, qui n'a pas de contact, mais qui parle quand même de la marque. Et puis ici, on a un concurrent, et le concurrent parle à qui? Et parle comment, à qui? Est-ce qu'il parle en bien de nous? Est-ce qu'il parle en mal de nous? Et surtout, à qui il parle? Parce que demain, si j'ai envie de l'agresser un peu, je vais pouvoir, moi, aller m'adresser à sa communauté. Comme lui peut s'adresser à la mienne, mais il faudra pour ça qu'il nous achète une cartographie. Voilà. De tout ça, bien entendu, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça vous intéresse à vous, je l'ai mis exprès. On fait des visualisations cartographiques de benchmarking, par exemple. Ici, même chose. On va aller étudier au travers d'une thématique, ça peut vous surprendre, mais ici c'était du sécateur électrique. Et oui, parce que même sur des sujets très restreints comme celui-là, où on pense que le viticulteur ou l'arboriste qui parle du sécateur électrique, c'est pas forcément un fan Facebook, il a d'autres supports de conversation. Il y a aussi tous les sites internet, les blogs, les forums, comme on disait, qui sont des endroits dédiés à cette professionnalisation, et où là il y a de l'échange, et où là il y a de l'affichage. Donc ça c'est très important, parce qu'on va pouvoir dire à notre client, vous êtes représenté et on parle de vous sur toutes ces structures, et vos concurrents parlent soit de vous, soit du sécateur du même produit que le vôtre, mais sur tous ces supports, etc. On voit qu'il y a notamment des ensembles communautaires qui sont également pas reliés et très loin finalement du client lui-même. Donc, comme vous le comprenez, ces outils sont la facilité maintenant par l'interprétation et l'extraction de mener des réelles stratégies de conversation et pas sur une manière empirique de la totalité des publics, mais sur les publics efficaces en matière de porteurs de communication. Ici, on a les secteurs, les segmentations par exemple de votre communauté. On est revenu dans le monde du vin. C'est encore une cartographie Facebook un petit peu différente. Et ici, on va avoir déterminé, comme je vous disais, par la profilisation, les différentes typologies de personnes qui parlent du vin. Et de la marque. Parce que bien sûr, on travaille au travers de différents mots-clés
qu'on a bien sûr optimisé, mais ça c'est très facile de savoir quels sont les mots-clés les plus utilisés sur Internet. Les hiérarchisations sont fournies par Google ou autres. Donc, eh bien voilà, ici on a les experts du vin, journalistes, œnologues internationaux, qui ont des conversations à ces sujets-là. Cœur de réseau, c'est-à-dire scindé en marchands de vin, viticulteurs, Paris et capitale. Ici, les institutions bordelaises. Assez faible en fait finalement dans ce secteur viticole. Est-ce que c'est bien important pour moi de m'adresser et de créer mon réseau uniquement sur Bordeaux? Les experts du vin, journalistes, je l'ai dit, côté province, parce qu'ici on avait Paris capitale, et puis ici on a toute la communauté des arts de la bouche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une hiérarchisation, une extraction de toutes ces données, et en fonction de ça, ben derrière, les agences peuvent distribuer, enfin mettre en acte la communication. Ici on est plus dans du netlinking. Je vais en parler un petit peu plus tard, parce qu'Isabelle est là, qui est opératrice chez nous. Ah, elle fait que je te rends hommage. Le netlinking, on va faire sur des différents sites. Je vais en acheter un sur Objectif Aquitaine pour faire la promotion de mon agence, ou de mon entreprise, ou de mon école. Pourquoi Objectif Aquitaine? Pourquoi? Parce que Objectif Aquitaine est connecté avec tel réseau, telle communauté, élue par telle personne, et ici j'en ai la démonstration. Donc quand je dois dépenser des budgets publicitaires pour aller acheter des espaces publicitaires de communication, autant que j'aille me positionner au cœur de mes centres d'intérêt. C'est comme ça que je parlerai au bon public. J'ai bientôt fini. Disposer d'une veille hyper réactive, voir, entendre, pour comprendre et décider. C'est à ça que sert la cartographie. La veille, même chose. Vous voulez installer une veille. C'est-à-dire que vous allez apprendre des abonnements sur certaines personnes qui parlent sur Twitter. Vous allez prendre des abonnements, des flux RSS, etc. Vous allez vous abonner aujourd'hui à tout ce monde conversationnel du web. Mais comment vous décidez? Vous décidez parce qu'on vous a dit « Ah, il a tant d'abonnés ». Mais ça se trouve, ces abonnés, ils sont complètement hors sujet. Ou 50 ou 60% de ces abonnés sont hors sujet. Si vous avez une vision du réseau connecté, vous allez pouvoir choisir visuellement à qui vous vous abonnez. Donc quand j'ai une marque, on a vu tout à l'heure la cartographie du benchmarking, si je veux savoir ce que dit ma concurrence sur moi, ben je vais construire ma veille en allant poser mes abonnements aux personnes influentes au sein de la communauté de mon concurrent. Et là, j'aurai une information qualitative. Jamais, alors ça c'est ma petite conclusion, jamais un conquérant n'a gagné un territoire sans carte ni stratégie. Je le dis souvent, je suis désolé, vous partez à l'étranger, vous êtes une marque, vous voulez vous installer dans un autre pays, ben vous commencez par ouvrir la carte, regarder les villes, les populations, chercher les zones de chalandise, etc. Pourquoi sur le web vous ne faites pas ça? Pourquoi sur le web on y va de manière empirique? Voilà, conclusion, demandez à Dijoanne de vous cartographier, le territoire où vous voulez aller. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez vu vos clients changer complètement de stratégie après leur avoir fourni les éléments que vous leur donnez? Et deuxième question, après je vous redonne le micro, est-ce que les préconisations que vous faites sont applicables aussi à d'autres supports que le numérique? Est-ce qu'on peut s'en servir pour je sais pas, l'écrit, des messages radio, des messages télévisés, ou est-ce que c'est vraiment applicable exclusivement au numérique, enfin au web? Alors, à la première question, oui, parce que déjà, nous, quand nous passons à un accord avec un client, on est les premiers à lui dire, c'est dans notre intérêt, que les cartographies utilisées devront être générées dans un certain laps de temps, et de manière à lui montrer, à lui valider que toute la stratégie de marque, de communication qu'on lui a préconisée, l'a rendue efficace, et qu'aujourd'hui, son auditoire est bien dirigé vers les cibles qui ciblent. Donc effectivement, en règle générale, on ne travaille pas simplement une fois avec un client, c'est souvent des choses qui suivent et qui durent parce que, comme je le disais tout à l'heure, et notamment le monitoring web est très important, c'est que y a une fonction veille sur la marque, mais il y a également une fonction conquête territoire, où est-ce que j'en suis, est-ce que mes budgets de communication, si j'en ai pas un retour mesurable en tant que vente ou etc., au moins j'en ai un retour mesurable dans comment aujourd'hui j'appartiens à ma communauté. Voilà, à la deuxième question,
à la deuxième question, que j'ai oubliée, d'ailleurs, pardon, excusez-moi, dites-la moi. Est-ce que c'est applicable à d'autres supports tels que Alors, vos préconisations? alors, nos préconisations sont basées essentiellement sur une donnée web. Par contre, c'est pas moi qui vais l'apprendre aux gens qui sont là aujourd'hui, toute action de communication doit avoir une corrélation aujourd'hui entre ce qui se fait sur le numérique et ce qui se fait sur le non numérique. Parce que ça, je dirais, c'est une intelligence logique, et si on veut donner toute l'efficacité qu'il faut à sa communication, autant avoir cette intelligence construite ensemble. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les services marketing et les agences de publicité. C'est le cas avec votre spécialiste du vin, vous avez parlé de lui. Comment? C'est le cas avec votre spécialiste du vin. Oui. Qui applique sur l'écrit. Complètement. Qui est devenu un acteur aujourd'hui où toute l'analyse de son existence, de son positionnement et de sa raison ont été décortiquées. La stratégie a été appliquée et aujourd'hui, je peux vous dire que la perception de cette marque et de cette personne a radicalement changé. Pour pas que ça ait l'air collé, la personne dont on parle, c'est Bernard Magret, qui a 37 châteaux, etc., qui a créé un institut culturel dont tout le monde commence à parler assez abondamment, et qui est présent effectivement sur tous les plans. Alors sans vouloir faire de pub pour Objectif Aquitaine, je signale que c'est le prochain invité du petit déjeuner d'Objectif Aquitaine, et de mémoire c'est le 18 novembre, ça se passe à 8h30 au Grand Hôtel. Et si vous voulez vous inscrire, il faut le faire très vite, parce que pour la première fois, on va bloquer le compteur. On en est à 190, et comme je ne veux pas que ce soit à Gare Montparnasse, on va bloquer assez vite les inscriptions. On passe aux questions. Vous avez trois vraiment spécialistes, passionnants. Benjamin, c'est quand tu veux. Hein. Je suis là. Ah bon? J'étais avec mes amis dans la salle. Ouais. C'est bien avec les étudiants aussi, ça part. Alors, allons-y. J'espère que vous avez la voix forte autre que la mienne, parce que je suis... Ouais. Allons-y. Alors moi c'était pour Olivier Danco. C'était par rapport au buzz en général. Quand on regarde sur internet, on a plus souvent des buzz négatifs que des buzz positifs. Donc est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème sur les réputations par rapport à ça, quoi. Vous voulez dire c'est les grincheux qui s'expriment essentiellement, c'est ça? Voilà. Alors au niveau vous nous dites qu'il y a plus de buzz négatifs que de positifs. C'est simplement que les buzz négatifs, on les voit plus. Les buzz positifs qui sont créés par les marques, ça va être à la base d'un concours, d'un événement, de ce genre de choses. Derrière, l'intérêt parfois, si on prend l'exemple de Bavaria, pour prendre un exemple que j'ai cité tout à l'heure, on est sur le cas d'un buzz qui, a priori, devrait être négatif. Parce que c'est un événement en dehors des règles, on ne respecte pas les règles de la FIFA, on fait de la publicité dans un événement sportif alors qu'on n'est pas sponsor. Les filles étaient jolies, mais au départ, vraiment, c'est quelque chose qui est illégal. Et pourtant, derrière, ça va être quelque chose de positif pour la marque. Donc, le bad buzz, l'intérêt, ça va être de le retourner à son avantage. Si on subit un bad buzz, je prends un autre exemple très simple, le compte Twitter de la Croix-Rouge USA a été piraté, enfin pas piraté, mais la personne qui y avait accès a envoyé un message lors d'une fête en disant « Viens, j'ai des bières chez moi, etc. » Un message sur le compte officiel de la Croix-Rouge, environ 10 000, 15 000 followers. L'écho, ça a bien résonné. La Croix-Rouge, ça aurait pu démarrer en bad buzz, la Croix-Rouge a une réaction naturelle, a dit c'est bon, on a récupéré les clés et de toute façon, nous ne sommes que des humains. C'était une réaction toute naturelle et au final, quelque chose qui aurait pu démarrer en bad buzz, et dont on peut parler dans le cadre des bad buzz, a été réutilisé. Donc oui, effectivement, on a plus de bad buzz parce qu'on les entend plus, parce qu'ils sont plus visibles, ils ont plus d'écho. Exactement comme la rumeur. Si une rumeur est positive, on aura tendance à pas toujours avoir envie d'en parler. Une rumeur négative, par contre, il y a un petit côté vicieux de le plaisir de partager cette information en disant je suis le premier à le savoir, je veux le faire savoir aux autres, et c'est comme ça que ça se diffuse plus largement. Et alors, il y a des buzz, mais il y a aussi des opinions, enfin, les opinions des consommateurs qui va être plus des opinions négatives, parce que ce sont des personnes qui sont moins contents, qui vont être
présents donc, sur le web plutôt que les personnes qui sont contentes qui n'ont rien à dire. Parce que si je suis content, il n'y a pas plus à dire, quoi. Alors, juste pour compléter ça, c'est l'histoire du on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Mais il faut savoir qu'on est en France, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, les gens vont avoir plus de facilité à décrire une mauvaise expérience qu'une bonne expérience. Aux États-Unis, où la relation client est plus mûre et plus adulte, un client content va savoir aussi le dire. Un client qui était mécontent et qui a eu droit à un traitement intéressant va le dire aussi derrière. Et ça, en fait, nous, on commence à le constater au quotidien. Quand on discute avec des clients mécontents et qu'on s'occupe bien d'eux, ils arrivent à dire qu'ils sont contents et que finalement, on s'est bien occupé d'eux. Donc oui, la première réaction est négative, mais après, on arrive à retourner les choses. Après, c'est le problème de la liberté d'expression. Il faut savoir que tous ces outils-là, qui sont des outils communautaires, sont des outils qui viennent de la culture anglo-saxonne. Nous, on est des latins et on utilise des outils de culture anglo-saxonne. Et notamment dans la culture anglo-saxonne, il y a un élément qui n'était pas bon, enfin ils ont fini par le faire. Et après, ils ont amélioré le produit. Dans le nouvel iPhone, le 4S, il n'y a plus ce problème de antenne. Donc il faut essayer d'éviter. Enfin, je comprends, hein, c'est un peu stressant, mais il faut pas avoir peur de la conversation. C'est dans le bad buzz, vous êtes déjà arrivé, même si on l'a compris dans votre intervention, Benjamin, c'est pas le conseil client, vous êtes déjà arrivé de conseiller à un client de se taire. Se taire. Alors, j'ai conseillé à des clients, alors le truc qui est très rigolo, alors bon, ne le tweetez pas tout de suite, mais il faut savoir qu'en cas de crise, vous pouvez avoir n'importe quel mec sorti de Polytechnique qui prend le cerveau et le pose. Dans une crise où le gars voit le nom de son entreprise qui commence à partir un peu en vrille sur le web, les gars ils deviennent fous. C'est-à-dire que vous appelez toutes les minutes, ils envoient des mails à tout le monde. Moi j'en ai un, sa phrase préférée c'était sortez-moi ça de Google. J'ai pas de problème, j'y vais, je vais faire ça, je vais prendre ma pioche, je vais prendre la pelle, je vais tout jeter. Donc, ce que je conseille, moi je conseille rarement que les gens, à mes clients de se taire. Je leur conseille de ne pas répondre sur le coup de l'émotion. En revanche, ce que je conseille beaucoup, c'est d'essayer de maîtriser le message, et notamment aujourd'hui, dans les entreprises qui sont des entreprises avec des réseaux, des franchises, ou des entreprises qui ont des magasins un peu partout dans toutes les régions. Je conseille très rapidement maintenant de faire très vite une charte, très vite de la pédagogie, très vite de l'information aux collaborateurs, parce qu'effectivement, tous les collaborateurs sont des émetteurs d'informations. Donc ça peut être une puissance extraordinaire quand c'est bien fait et maîtrisé. Ça peut être insupportable quand c'est fait n'importe comment. Et le n'importe comment, il arrive très vite. Et notamment, ce qui est très étonnant, c'est les réactions de collaborateurs qui aiment vraiment leur entreprise, qui voient qu'elle est attaquée, et qui se mettent à parler mais avec un ton et une émotion au gars qui a mal parlé de l'entreprise, c'en est horrible. Donc effectivement, là, on dit, le directeur commercial en question, souvent c'est le directeur commercial, le mec en région, là, vous vous calmez et on va reprendre la main, on va voir la communication corporelle, on va voir des gens qui vont essayer de faire ça posément, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ce que disait Lionel ou Olivier, analyser qui parle, est-ce qu'ils sont vraiment visibles, et qu'est-ce qu'on peut leur répondre intelligemment. Question? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas justement que la présence, une présence trop importante sur Internet d'une société peut être un élément amplificateur justement par rapport au bad buzz? C'est-à-dire que si on se fait, on va dire, discret, on va peut-être justement calmer le jeu et éviter certains conflits, parce qu'on sait que les entreprises, quand elles sont sur Internet, le premier lieu où il y a justement des bad buzz, c'est sur leur site. Vous pensez pas que, d'une certaine manière, il faut rester un peu discret? C'est anti-com. C'est anti-progression commerciale, développement d'entreprise. Aujourd'hui, ne pas envisager d'utiliser la communication numérique pour développer son entreprise ou sa notoriété, enfin moi je l'imagine pas. C'est à mon avis inconcevable, ou alors on est en train de construire la moitié d'un mur, quoi. On fait pas les bonnes choses. Par contre, comme je le disais, avoir réfléchi en amont comment on va y aller et pourquoi on va y aller, ça me paraît incontournable. Donc certaines entreprises, effectivement, n'ont peut-être pas grand-chose à faire sur Facebook.
tout à l'heure, vous avez évoqué le problème des banques. Bon, ben les banques s'adressent quand même à une clientèle grand public. Elles doivent avoir sur la communauté Facebook, sur les actions Facebook, des actions ciblées vers ces grands publics, puisqu'elles veulent défendre une image. Et que c'est l'image du candidaton et des clients de la banque. Donc elle peut le faire. Par contre, si elle est en train de vendre des produits typiquement dédiés à des gens spécifiquement dans le monde professionnel, des produits pour le professionnel, Facebook n'est pas forcément le meilleur support. Donc, il faut pas avoir une communication éclectique, non mesurée, partout. Effectivement, une présence généralisée n'est pas une présence intelligente. Moi, je dis souvent, jeter 1000 bouteilles à la mer au même moment, elles prendront toutes le même courant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, ma réponse, moi, c'est on ne peut pas se passer de la communication numérique de nos jours, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux doivent être vraiment étudiés en fonction de ce que vous voulez faire en matière de votre communication. Et on en revient encore à, si vous connaissez vos publics cibles, si vous connaissez les communautés importantes dans un secteur d'activité, ben c'est vers eux que vous devez orienter votre communication, voire vous appuyer sur eux. Pour revenir à la notion de buzz, mais c'est quelle est la taille du buzz? Quelle est réellement l'ampleur du buzz? Comment j'éteins le feu? Ben, j'éteins le feu quand je connais, je dirais, les voies de prolifération de ce buzz. Et si demain je prends le mentor de la profession pour contrer le buzz et participer avec lui, je sais déjà que je vais avoir un public qui va dire « Attends, oula, je sais qui dit vrai, je sais qui dit faux ». Donc le buzz, je peux lutter contre. Voilà, moi je rejoins parfaitement ce que dit Benjamin. Supprimer le profil, c'est le truc à ne pas faire. Et que ce message soit à votre avantage. Parce que parfois, avoir un buzz hyper négatif, hyper puissant, si vous savez l'utiliser, ben c'est le meilleur moyen de faire de la communication gratuite. Après, c'est possible ou c'est pas possible. Hein, mais parce que parfois ça va très loin et on a fait une très grosse connerie. Et il faut l'assumer. Autre question? Oui, je vous en prie. Une question pour M. Bagno aussi. Je voulais savoir si vraiment vous pouviez quantifier l'impact sur les ventes, parce que c'est défini ce qu'il est recherché, d'une étude cartographique, mettons, du DigiOne, pour Bernard Magré, ou est-ce qu'on peut dire de manière générale, voilà, après une cartographie, les ventes augmentent de 10, 15, 20%. Ah oui, mais après c'est une notion de traçabilité du message et de répercussion. Donc si vous n'avez pas, au sein de votre stratégie de communication, si vous n'avez pas mis en place les outils pour mesurer les retours, nous, côté DigiOne, on va pouvoir mesurer tout ce qui se passe côté numérique. Effectivement, un Xity ou un Analytics ou n'importe quoi, si on sait que derrière on a du formulaire en ligne ou si on est dans un secteur e-commerce, c'est assez facile de voir si l'action de communication a eu des résultats. On appelle ça les cônes de conversion, voilà, etc. Enfin, je ne vais pas vous apprendre tout ça. Ça, c'est le côté numérique, c'est ce que nous, on livre à notre client. Maintenant, si le client n'est pas capable de faire lui-même, dans le monde réel, le sondage des gens qui sont venus à la cave acheter des bouteilles, comment ils l'ont connu et pourquoi ils sont venus, bah là, il y a rupture. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que la communication, la publicité traditionnelle, nous, on la définit souvent comme une communication de rupture, à l'inverse du web, du mobile, de la géolocalisation, etc., où là, on a une traçabilité extraordinaire, et on peut faire une rationalisation entre les budgets et les moyens engagés, et les retours et les ROI et les résultats de toutes ces campagnes. Et c'est comme ça qu'on peut dire à un client, ben, vous avez raison de renouveler ce budget de com et pas celui-là. Parce que si on sait bien paramétrer, observer tout ça, ben, on va pouvoir parfaitement analyser si notre communication est pertinente ou pas. Ouais, juste je compléterai, effectivement, notamment dans une stratégie d'engagement. Alors le ROI c'est un peu compliqué, et c'est pour ça qu'on a tous inventé les KPI. Comme ça, on parle d'indicateurs, mais on parle plus de je mets 1 euro et ça me rapporte 2 euros. C'est plus simple parce que en fait, tu travailles sur la réputation, sur la notoriété, et donc souvent, notre travail est plutôt pour éviter une baisse des ventes, mais on ne sait pas si elle aurait lieu. Voilà. Donc effectivement, mais en revanche, il faut vraiment travailler ces indicateurs. Et les indicateurs, ils peuvent être
multiples dans une entreprise. Il faut essayer de trouver, nous on trouve par exemple la détection du nombre de bugs sur un site e-commerce. Alors parfois on le voit avec les outils d'analytique, c'est-à-dire qu'on voit que les gens ne vont pas jusqu'au panier par exemple, mais on peut aussi l'avoir rien que par de la conversation Twitter, avec quelqu'un qui dit « Ah ben vous venez de lancer tel produit, j'arrive pas à y accéder ». Donc hop, on détecte. Donc ça c'est un indicateur. On a réussi à détecter un dysfonctionnement très rapidement, et là on peut être persuadé que ça fait gagner de l'argent. Nous on a eu récemment une attaque de phishing, donc c'est ces systèmes où en fait des gens essaient de récupérer les mots de passe et les noms de compte d'une banque, d'une entreprise. Et en fait, on a réussi à récupérer par Twitter, par un gars qui avait reçu le mail, très rapidement, le fichier qui leur demandait le formulaire. On a passé ça à la direction de la sécurité, qui très rapidement a pu mettre en œuvre les choses qui ont réglé le souci. Donc effectivement, ça ne se mesure pas. On ne sait pas s'ils ont, on a évité des escrocs ou pas, mais en tout cas, on sait qu'on a permis à l'entreprise d'être performante et plus performante. Donc juste, est-ce que vous serez d'accord de dire que tout ce travail, dont on a compris l'importance, finalement permet plutôt d'éviter de perdre de l'argent plutôt que d'en gagner? Permet de rester dans la course plutôt que d'être agressif. Je vais juste continuer dans la partie analytique, e-réputation analytique. Un produit comme BuzzWatcher, son avantage c'est qu'on peut le coupler avec un produit comme Analyzer. Analyzer, c'est le produit Internet de web analytique. Il faut considérer les campagnes d'e-réputation, les campagnes de buzz, comme n'importe quel autre type de campagne web. Et ensuite, on va être capable, grâce à des tableaux de bord multiproduits, de voir si une campagne de buzz a apporté des visites, c'est la base, la visite sur un site, mais voir derrière, dans le cadre des sites d'e-commerce, voir si on a des transformations de ces visites. Il y a les tunnels de conversion, on va essayer de voir le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, s'il y a une différence ou pas. S'il n'y a pas de différence, essayez de voir simplement si ce chiffre d'affaires a été provoqué différemment. Est-ce qu'on a plus de pages, moins de pages vues, de quelle manière ça a été effectué. Tout ça est faisable uniquement dans le cadre où on met en place plusieurs outils. L'avantage d'AT Internet, c'est le fait qu'on a plusieurs outils justement au sein d'une même interface qui va permettre d'avoir cette analyse sans sortir des tableaux de bord qu'on va devoir croiser sous Excel. Tout est dans une même interface. Comme ça vous a été dit par le Président, on va pouvoir poursuivre cette conversation autour d'un verre. Juste une dernière information, le prochain rendez-vous ici, qui sera bien sûr consacré au numérique, a lieu le 30 novembre, c'est un mercredi. Donc on se retrouve le 30 novembre, on se retrouve autour d'un cocktail, c'est bien ça. À quel endroit? Ici. Merci.